Ensuite, on a le cinquième problème, cinquième raison pour lesquelles les remèdes naturels pourraient ne pas fonctionner. Et là, on est sur le rituel du remède qui serait erroné. Donc là, on fait appel à des savoirs ancestraux qui seraient perdus, l'herboristerie familiale, des façons de faire des tisanes, des façons de préparer des plantes. Alors, le problème ne se pose pas du tout quand on est face à justement des conditionnements comme les gélules ou les comprimés, puisque si vous n'avez pas ces savoirs, vous vous tournerez naturellement beaucoup plus vers ces choses-là, où la prise du médicament va être indiquée sur la boîte. Faisons simple. Et donc, il n'y aura pas réellement véritablement de rituel. Mais si vous vous intéressez un petit peu aux rituels ancestraux, eh bien, on peut dire par exemple pour une simple tisane, il peut y avoir des erreurs de fait dans le rituel, et elles sont bien souvent courantes, qui font que même si vous avez acheté la meilleure plante du monde chez le meilleur producteur avec les meilleures pratiques de culture du monde, eh bien, si vous, à la maison, chez vous, dans votre cuisine, vous ne restituez pas le rituel tel qu'il devrait être fait pour préserver les qualités de la plante et de tous ses bienfaits, eh bien vous pouvez passer complètement à côté de la partie potente de la plante. L'exemple parfait, c'est la tisane. Quand on va faire infuser ou faire une décoction d'une plante, il faut, dans l'idéal, c'est un des exemples parmi mille autres, mais mettre à couvert. Si vous oubliez de mettre à couvert, et particulièrement pour les plantes aromatiques qui ont toute leur médecine dans ces agents aromatiques qui sont volatiles et qui s'échappent dans l'air dès qu'on les place dans de l'eau chaude, eh bien vous pouvez être sûr que si vous ne couvrez pas tous ces agents bénéfiques et ces agents actifs vont partir dans l'air et il va rester très peu d'agents actifs dans votre eau. Donc ce serait bien dommage, juste par un manquement de rituel, de passer à côté de la médecine d'une plante. Un autre exemple, ça va être dans votre cuisine au niveau alimentaire, par exemple les oméga 3. Les oméga 3 sont des agents gras qui sont extrêmement bénéfiques pour le cerveau, le système nerveux, en cas de fatigue, en cas d'inflammation, en cas de déprime, de baisse de morale, en cas de problème de la cognition. Ce sont des agents gras qui viennent nourrir le système nerveux. Et donc, ils doivent être pris de la façon la plus pure possible. Et le rituel, entre guillemets, c'est que comme ce sont des agents gras très, très fragiles, il ne faut pas les chauffer. Absolument pas les chauffer. Et même si ça commence à être de plus en plus connu, j'ai encore des personnes en cabinet qui me disent « Ah bon, qu'est-ce que je dois faire avec cette huile végétale d'oméga 3 ? Je dois la garder au frigo ?» Et oui, il faut les garder au frais, particulièrement en été. Ne jamais les mettre dans une poêle, ne jamais les faire chauffer, sinon vous dénaturez le produit. Et puis, surtout, vous le transformez dans une forme incompatible et surtout nocive pour vous. Donc ça, c'est un autre rituel à connaître. Et puis voilà, on peut avoir acheté la meilleure huile chez le meilleur producteur dans la meilleure boutique bio et pour autant ne pas bien suivre, on va dire, le rituel à la maison et apporter des substances plutôt nocives qu'autre chose. Le pollen est un autre exemple. Le pollen frais, il est très, très puissant et le pollen sec, il n'a quasiment aucun bienfait à l'intérieur, il ne referme quasiment plus rien. Donc on ne chauffe pas le pollen et tout comme on ne chauffe pas le miel, on va le dénaturer. Et ça, c'est pas toujours connu, combien de personnes chauffent leur miel. Voilà. De la même façon, d'autres rituels, ça peut être par exemple la prise de plantes ou la prise de compléments alimentaires. Voilà, je vais vraiment généraliser, mais souvent on va dire les compléments alimentaires doivent être pris pendant les repas, parce que les vitamines, les minéraux sont particulièrement bien assimilés pendant un repas où le bol alimentaire lui-même va contenir des vitamines et des minéraux. Je généralise, mais globalement c'est ça. Alors que, à l'inverse, les plantes, de façon générale, on va vous encourager à les prendre en dehors des repas et à distance des repas. Tout simplement parce que la médecine de la plante va agir de façon plus directe, va être mieux absorbée, mieux assimilée lorsqu'elle n'est pas mélangée au bol alimentaire. Alors il y a bien sûr des exceptions, évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans les exceptions, mais voilà, les plantes que vous allez utiliser pour mieux digérer, vous allez forcément les prendre autour du repas, mais
de façon générale, on distingue ces deux rituels. Et vous pouvez, si vous prenez des plantes au repas ou inversement des vitamines ou des minéraux hors repas, baisser l'efficacité du remède naturel. Il y a certaines substances, je pense en particulier à la curcumine ou même à la bêta-carotène qui sont beaucoup mieux absorbées avec des gras, des agents gras. Voilà, donc ça, ce sont des choses soit que vous pouvez connaître parce que vous vous êtes éduqué, vous avez éveillé votre curiosité par rapport à ça, vous êtes allé vous renseigner, soit vous vous faites aider, accompagner par un professionnel. Et j'aime bien quand même qu'il y ait une certaine implication de la part des personnes qui s'intéressent aux remèdes naturels parce que ça engage leur responsabilité aussi dans la prise des remèdes. Alors, 6e raison pour laquelle les remèdes pourraient ne pas fonctionner, c'est la posologie, le dosage du remède. Est-il adapté ou n'est-il pas adapté à vous? Alors là, j'aimerais bien pouvoir vous donner une réponse universelle, mais il n'y en a absolument pas. Je vais prendre l'exemple des tisanes et l'exemple des alcoolatures, par exemple. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que tant qu'on n'a pas essayé le remède, on ne pourra pas savoir comment on y réagit. Donc ça revient à essayer par itération, à tâtons. Et moi, je suis plutôt partisane d'un dosage plus bas au départ et puis augmenter par la suite. Plus vous apprendrez à vous observer et à ressentir et à vous connaître, plus vous serez à même de comprendre intérieurement ce que le remède fait sur vous et comment il agit sur vous. Et là, on rejoint la sensorialité, l'éveil des sens, l'éveil du rapport au corps et l'observation de soi. L'exemple d'une alcoolature, on peut prendre aussi peu que 3 gouttes par jour et jusqu'à 90 gouttes par jour. Donc souvent, les personnes qui prennent 3 gouttes, c'est parce que elles sont tellement sensibles que cette sensibilité va faire qu'au bout de 3 gouttes, elles ont déjà les effets, elles ressentent les effets. Inversement, une personne qui a besoin vraiment plus qu'on pousse la dose et qui a besoin vraiment de quelque chose de plus pondéral, elle va avoir besoin de 60, 70, 80 gouttes en plusieurs prises sur la journée pour qu'il y ait un effet qui soit ressenti. Donc ça rejoint votre sensibilité intérieure, ça rejoint votre physiologie évidemment, et puis ça rejoint aussi votre sensibilité psychologique, mentale, émotionnelle. Est-ce que vous aimez qu'on vous pousse dans une direction, même un remède naturel, ou est-ce que vous aimez que ce soit plus subtil? Voilà. Donc il n'y a pas de secret, je dirais que c'est vraiment en testant pas à pas que vous pourrez savoir ce qui est bon pour vous. Et juste pour revenir sur ce point, juste pour finir sur le dosage, ce serait bien dommage que si un dosage était trop bas pour vous, vous vous découragiez, vous partiez du principe que ça ne fonctionne pas. L'idée ici, c'est justement d'essayer de revenir, et alors en partant du principe que vous avez écarté toutes les contre-indications et que vous avez choisi le bon remède pour vous, à ce moment-là, vous essayez, vous testez un petit peu plus, progressivement, c'est le mot d'ordre, progressivement pour bien ressentir les effets et armé de patience et d'envie et de plaisir, petit à petit, vous voyez si un dosage plus fort peut faire pencher la balance complètement et changer complètement l'impact ou l'effet que peut avoir un remède sur vous. Vous pourriez être agréablement surprise. Mais si vous si vous vous découragez un petit peu trop tôt, eh bien vous ne pourrez jamais savoir. Voilà, donc persévérez. Voilà. 7e raison pour laquelle les remèdes naturels pourraient ne pas fonctionner, c'est le manque de stratégie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un remède isolé fait rarement l'affaire. Évidemment, si vous avez un cas léger de fatigue passagère, alors une petite cure de magnésium ne pourra pas vous faire du mal. Ça, c'est sûr. Mais si la fatigue, elle est ancrée, elle est profonde, elle est chronique, elle est proche burn-out, il y a des chances que votre système nerveux soit bien déréglé et qu'il y ait aussi d'autres dérèglements plus profonds, notamment au niveau du système hormonal, et j'en passe. Ça peut impacter le digestif, le moral, le cutané, enfin voilà, il y a tellement de répercussions au stress et à la fatigue qu'on pourra en parler pendant des heures. Donc, à ce moment-là, votre magnésium, il risque de vraiment fortement vous décevoir si vous misez tout sur lui.
Et ça, je trouve que c'est très fréquent, les personnes qui prennent un remède isolé, qui disent bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Bah oui, mais parce qu'il vous fallait quelque chose de plus robuste, de plus polyvalent, une réelle stratégie bien orchestrée autour de vos besoins à vous, et de revoir aussi, non pas que des remèdes, mais aussi des pratiques de santé naturelle, de bien-être. Donc ça veut dire revoir votre rapport à l'hygiène de vie, votre rapport au sommeil, votre rapport au repos, dans le cas de quelqu'un qui serait fatigué ou stressé de façon chronique. Votre rapport à l'alimentation, est-ce qu'elle est suffisamment nourricière du système nerveux? Votre rapport à l'activité physique, est-ce que vous vous dépensez trop? Est-ce vos rythmes de vie, de dépenses d'énergie, comment sont-ils? Est-ce que vous n'auriez pas plutôt intérêt à opter pour une méthode d'activité physique plus douce? Votre rapport à l'oxygénation, est-ce que votre souffle est bon? Est-ce que vous vous oxygénez? Etc., etc., etc. Donc c'est bien plus large que simplement un complément alimentaire ou une plante qu'on va ingérer. On peut aussi, dans cette stratégie, voir au-delà d'un seul remède, plusieurs remèdes. On peut aller voir, par exemple, chez quelqu'un qui aurait vraiment la priorité, ce serait le sommeil, d'aller dire on va choisir d'autres plantes ou d'autres compléments alimentaires qui vont induire le sommeil, qui sont un petit peu hypnotiques. Ou alors chez quelqu'un qui, certes, aurait besoin de dormir, mais qui a besoin pour le moment de tenir pendant la journée activement sur le long cours, on pourrait se tourner vers des plantes adaptogènes qui permettent de mieux gérer le stress physiquement et mentalement sur la durée. Et donc, c'est en prenant en compte l'ensemble de ces choses-là qui constituent des recettes, les remèdes, les rituels, les pratiques de santé et l'état d'esprit aussi, quelle est votre morale, comment vous gérez les pensées, les émotions, qu'on va véritablement mettre en avant une stratégie efficace, pérenne, durable, qui va impacter votre corps, votre mental, votre esprit et peut-être votre mode de vie aussi, vos habitudes. Et si c'est suffisamment bien orchestré et adapté à votre individualité, alors toutes ces clés de santé naturelle vont se soutenir les unes les autres et on va venir ériger plusieurs piliers qui ensemble vont soutenir la structure globale, au lieu de fonder de placer toute votre foi et toute votre foi et votre confiance sur un seul pilier qui risquerait à lui tout seul de s'effondrer. En l'occurrence, l'exemple que j'avais pris pour le magnésium. 8e raison pour laquelle les remèdes naturels pourraient ne pas fonctionner, le manque de confiance ou la fermeture d'esprit. Le manque de confiance dans les remèdes naturels et leur impact sur votre corps, sur votre psyché de façon positive. C'est beaucoup plus fréquent que vous ne pensez et même les personnes qui sont très branchées remèdes naturels, souvent, même si elles sont convaincues à 98%, il y a toujours un petit 2% résiduel, bien ancré, bien profond dans l'inconscient qui est là, qui est caché et qui est sournois. Et puis d'autres personnes, elles ont envie d'y croire, mais en fait elles n'y croient pas du tout, mais elles le disent pas. Et le doute plane en permanence. Et il faut savoir que l'état d'esprit dans lequel vous êtes est aussi important que le remède. Ça, c'est hyper important à comprendre. C'est typiquement, ça a un nom, ça s'appelle l'effet placebo, lorsqu'on a des croyances qui sont optimistes et positives, ou ça s'appelle l'effet nocebo, quand on a des croyances qui sont pessimistes et négatives. C'est une forme d'autoconditionnement. Si on se conditionne à l'échec ou à la négativité, eh bien, il y a de fortes chances qu'on s'attire le négatif. Et ça, c'est une loi qui fonctionne pour tout dans la vie, en fait. C'est quelque chose qui s'applique aux remèdes naturels, mais aussi aux remèdes conventionnels, si vous n'êtes pas convaincu, à la chirurgie, si vous n'êtes pas convaincu, aux objectifs personnels et professionnels que vous allez vous fixer. C'est de l'auto-sabotage qui existe et qui est une réalité. Alors, évidemment,
ce que je vous dis là, c'est indépendant de la qualité d'un produit. On part du principe, je ne suis pas en train de vous dire que l'effet placebo fait tout. On part du principe que le produit est qualitatif, que vous avez choisi ce qui était bon pour vous, et que ça, c'est voilà, condition de base. Si, après être convaincu de cela, vous n'êtes pas confiante dans le produit, là, l'effet nocebo va jouer à votre rencontre, véritablement. Et la solution pour ça, enfin, vous savez, l'effet nocebo, c'est de se dire est-ce que ce millepertuis va fonctionner pour ma petite déprime, et puis de ne pas y croire du tout en fait, et de prendre le produit machinalement sans véritablement s'impliquer dedans. Donc mon conseil, c'est de vous dire que si en votre âme et conscience vous choisissez un remède naturel, croyez-y dès le départ, mettez toute votre foi dedans, montrez que vous avez envie, sinon passez votre chemin. Après, je dirais, impliquez-vous dans le remède, renseignez-vous par rapport à ce remède, n'ingurgitez pas de façon inconsciente des choses qu'on vous aurait recommandées. Beaucoup de gens le font. C'est facile d'imaginer des personnes qui ne se posent pas la question des 10 plantes qu'il y a dans leur solution liquide, par exemple. C'est trop compliqué, elles ne vont pas essayer de comprendre s'il y a des choses adéquates ou pas. Donc renseignez-vous par rapport aux produits, intéressez-vous, allez creuser, allez voir aussi pourquoi le remède est bon pour vous, qu'est-ce qu'il va venir, par quel mécanisme il va venir vous faire du bien, et impliquez-vous dans son rituel. Imaginez, ressentez le produit lorsque vous l'ingérez, ressentez le trajet du produit jusqu'à la zone du corps qui devrait venir soutenir. Ce sont des choses ultra importantes. Oui, c'est de la suggestion mentale, psychologique, mais oui, ça contribue à un meilleur bien-être. Donc tentez-le, de toute façon ça ne vous fera pas du mal. Quand vous buvez un remède, buvez-le en conscience. L'exemple que je donne souvent, c'est justement le millepertuis, qui est une plante solaire qui pousse au solstice d'été, qui est jaune, qui est éclatante, qui est lumineuse et qui absorbe beaucoup la lumière, et qui est typiquement vraiment adéquate pour des dépressions légères à modérées ou des déprimes légères à modérées, par manque de lumière. Elle n'est pas bonne pour toutes les déprimes, mais pour le manque de lumière, elle est particulièrement adaptée. Mais à ce moment-là, ingérez le produit en invitant le millepertuis à vous apporter la lumière à l'intérieur. Voilà. Oui, encore une fois, c'est de l'autosuggestion, mais ça marche. Ce qui m'amène à la 9e raison pour laquelle un remède naturel pourrait ne pas fonctionner. Le manque de patience. Je répète, le manque de patience. Et oui, ce fameux manque de patience. Dans un monde où tout va très vite, où on a des attentes très élevées, où tout le monde veut des résultats rapides, efficaces et immédiats, eh bien, la nature, en comparaison, elle est bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, lente. Elle est d'un tempérament lent, surtout dans ces cycles de récupération, de restitution, de ressourcement. Et dans le cadre de la fatigue et du stress chronique, on peut avoir des résultats rapides sur certains points, mais si vraiment on est dans le fond du fond, eh bien, il va falloir s'armer de patience aussi et accepter que ça vienne crescendo progressivement. Cette lenteur, en fait, elle est souveraine, elle est salutaire, elle est là pour une raison, elle est là pour nous permettre peut-être de prendre conscience du cheminement, de ce retour à l'équilibre. Le trajet est aussi important que la destination finale, et donc c'est une façon pour nous de prendre conscience, de s'impliquer plus encore dans la conscience, mais aussi dans le ressenti de ce qui va de mieux en mieux. Et quand on prête plus de conscience et de ressenti à ce genre de choses-là, eh bien forcément on a des résultats qui sont plus pérennes, plus durables, puisqu'on est davantage impliqué dans notre relation à nous-mêmes, dans cette quête de bien-être. Et lorsqu'on est impliqué dans quelque chose, eh bien, on met tout en œuvre pour que ça aille mieux et ne pas réitérer les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes oublis ou les mêmes passages à vide où on est un petit peu inconscient de ce qui se passe autour de nous, dans le non-ressenti de notre corps. Donc,
En ça, on ne peut pas comparer, on ne pourra jamais comparer un remède naturel avec un remède conventionnel. Ils sont absolument incomparables en tout point, ils ne marchent pas de la même façon et la notion de temps n'échappe pas à cette règle non plus. Donc moi je vous dirais, soyez patient, patiente, essayez sur le temps. Alors bien évidemment, si rien ne marche au bout d'un certain temps, il faut passer à autre chose. Mais si vous sentez qu'il y a un léger mieux, accrochez-vous à ce léger mieux et essayez de voir sur la durée, sur le temps. Et j'entends par là, pas tant de durée que ça, hein, mais simplement un petit peu plus d'attention que ce qu'on accorde aux choses aujourd'hui. Vous savez, où on n'a pas la patience de lire plus d'une ligne à la fois. Des paragraphes d'une ligne. Vraiment, l'idée là, c'est de juste simplement de s'accorder de la patience naturellement, correctement, sans laisser trop de temps s'écouler non plus, et de procéder par itération, de tester, de retester, de réessayer, d'ajuster, de revenir sur des points particuliers s'il y en a le besoin. Voilà. Donc ceci achève cette série sur les 9 raisons pour lesquelles les remèdes naturels pourraient ne pas fonctionner. Il n'y a jamais d'absolu de toute façon, je ne suis pas là pour parler d'absolu, simplement pour évoquer certaines petites choses et peut-être planter des semences, des graines dans vos esprits pour que vous puissiez vous poser ces questions. Alors ça fait beaucoup, 9 ça fait beaucoup, je n'ai pas la prétention d'avoir égrené toutes les possibilités. D'ailleurs si vous avez apprécié cette vidéo, dans un premier temps n'hésitez pas à liker, aimer ou vous abonner à la chaîne. Et puis sinon, vous pouvez, je vous invite vraiment à me laisser d'autres raisons, inventer ou trouver ou manifester la 10e, la 11e, la 12e raison pour lesquelles les remèdes naturels pourraient ne pas fonctionner, que j'aurais certainement omises. Et n'hésitez pas aussi à partager vos retours d'expérience par rapport à certaines de ces raisons-là, à dire bah oui, moi je me suis fait avoir par ça, ou moi j'ai remarqué ceci, cela. C'est toujours très très intéressant. Voilà, donc 9 raisons et peut-être plus, ça peut sembler beaucoup. On a vu la qualité, la quantité, l'engagement au niveau de la confiance et de la patience. On a vu le dosage, on a vu la stratégie, l'individualisation. Voilà, il y a beaucoup de points auxquels il faudrait penser. L'idée ici n'est pas de venir obscurcir votre cerveau, mais surtout de vous inspirer. Et peut-être si vous commencez uniquement par un de ces points, ce sera déjà largement suffisant. Voilà, on progresse pas à pas là aussi. Et puis petit à petit, vous vous ouvrez aux autres et ainsi de suite. L'idée ici étant que vous ayez envie de vous impliquer. Les remèdes naturels, ça demande plus que tout une implication, une responsabilité pour son propre équilibre de vie. Donc je vous souhaite de pouvoir vous renseigner, vous impliquer, prendre pleinement à cœur et à corps ces remèdes à l'intérieur de vous. Et puis peut-être, qui sait, peut-être un jour, déjà dans un premier temps, si vous ne savez pas par quel bout mener la chose, faites-vous aider par un professionnel qui peut vous guider. Puis une fois qu'on met un pied dedans, en général, le reste suit son cours. Et puis peut-être à terme, vous serez amené à fabriquer vos propres remèdes naturels. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Qu'on retrouve dans chaque maison, dans chaque chaumière, cette résilience de pouvoir prendre soin de soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour toute l'attention que vous avez pu porter sur cette ou ces petites vidéos. Je ne sais pas encore, je vais certainement les tronçonner parce que sinon ça fait une vidéo très longue. Je vous souhaite tout le meilleur sur ce chemin du bien-être et je vous dis à bientôt.